On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est un véritable tour de force de tous les réunir ici même sur le plateau. Ils n'ont pas dormi depuis les 24 dernières heures. Ils arrivent de Rio. Je parle ici d'Aurélie Rivard, sa sœur et ses parents. Et en plus de ça, on le sait, Aurélie a porté le drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Rio. On dit d'elle qu'elle est la reine des Jeux paralympiques de Rio au Brésil qui viennent tout juste de se terminer. Elle a remporté 4 médailles, 3 médailles d'or, l'une d'argent, 2 records mondiaux également. Et elle est revenue il y a à peine quelques heures, mais je dis bien quelques heures, fraîchement débarquée de l'avion, accompagnée également de sa famille qui était sur un autre vol. Je vous la présente et je vous les présente. D'abord, notre championne olympique Aurélie Rivard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Félicitations. Un gros bravo. Merci beaucoup. La route était longue, bonne? Oui, la route de retour était extrêmement longue, mais je suis très contente d'être finalement à la maison après tout cet été où est-ce que j'ai été à l'extérieur. Bon. Évidemment, ce que je trouvais intéressant, parce que tout au long des Jeux paralympiques, on suivait ça un peu à distance, puis on voyait que la famille était là. On sait comment les familles, c'est important pour supporter les athlètes durant toute une vie. Et je voyais que ta sœur Charlotte, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Tu as accompagné, bien sûr, à Rio. Oui, effectivement. De même que ta maman Nadine. Bonsoir, bienvenue. Allô, allô. Et ton papa, bien sûr, André. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Donc, évidemment, puis là, vous aviez d'autres membres de la famille, parce que, bon, là, tes parents, ta sœur sont là, mais quels étaient les autres membres de la famille qui accompagnaient la délégation des Rivards, si on veut, là? Oui, bien, j'avais mon grand-père qui était là, ma marraine, son chum, mes tantes, mes oncles, ma cousine. La compagne de ton grand-papa. Oui, donc on était environ une dizaine. On était 11. 11 dans les estrades. Pour moi, c'est un record. Ils m'ont jamais vu nager ici. Là, ils étaient tous à Rio. C'est fun. En quoi c'est important d'avoir le support de ce que j'appelle les premiers répondants, là, les gens de proximité, là, la famille immédiate? Pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est les personnes qui sont là depuis le jour 1, qui m'ont accompagnée dans tout ce que j'ai traversé. Dieu sait que c'est pas facile à tous les jours. Être athlète de haut niveau, c'est extrêmement difficile mentalement, physiquement aussi. Puis ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours supporté dans les bons et les mauvais moments. Puis c'est extrêmement important pour moi de les voir dans les estrades, de pouvoir partager les résultats puis ces moments-là avec eux aussi parce qu'ils ont fait partie de ma réussite. Charlotte, évidemment, tu as vu ta sœur évoluer au fil des ans. Mm-hmm. Je présume que tu la savais bonne, voire très, très bonne. Mais quand on est dans les estrades, puis qu'on ne peut pas nager à sa place, là, on est là, on est spectateur, on regarde, on peut crier, on peut hurler, mais on ne peut pas faire autre chose que ça. Mais comment toi, tu as vécu les performances de ta sœur, mais assise dans les estrades? Mais je pense que c'est la pire position, en fait, d'être assise dans les estrades. Parce que tu veux lui dire, il y a la d'Australienne à côté de toi qui s'en vient, puis elle ne t'entend pas. Puis c'est vraiment difficile de devoir gérer toute cette pression-là, ce stress-là que tu as en toi. Tu sais, dans les estrades, il n'y a comme pas de limite. On fait juste hurler tout le long. Il n'y a rien d'autre à faire parce que tu veux bien l'aider puis l'avertir que l'autre, elle s'en vient en arrière, mais tu peux rien faire. Fait que tu cries, tu pleures, tu as mal au cœur, tu essaies de pogner le bras de ton voisin. Tu fais ce que tu peux, dans le fond, pour essayer de survivre. C'est très dur, c'est très difficile. On ne peut pas se douter de ce que c'est tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu n'as pas une jumelle aux Olympiques ou aux Paralympiques. Tu ne peux pas... Ou une enfant. Tu ne peux pas te douter de ce que c'est, du feeling que tu as puis de ce que ça représente. Je le disais en introduction, mais puis très souvent, quand on fait des entrevues avec des athlètes et leurs parents, surtout des athlètes de haut niveau, comment ça peut être exigeant pour les parents, financièrement, mais pas juste financièrement, c'est le temps, c'est les transports. C'est énorme. Je comprends que pour vous, c'est un peu comme l'aboutissement d'un rêve, l'aboutissement de quelque chose. Comment avez-vous vécu les dernières années, Mme Nadine? Les dernières années? Pas les 2 dernières semaines. Les dernières années, parce que les dernières années nous ont amenés à ça aujourd'hui. Oui, bien, si je reprends côté transport, depuis quelques années, Aurélie a sa voiture. Fait que ça aide un peu. Notre part est faite. On l'a fait largement, par exemple. Donc ça, on a une petite pause de ce côté-là. Comment j'ai vécu ça? Bien, moi, j'accompagne ma fille là-dedans.
et que je suis la... Comment je dirais ça? Mon état. Pas le punching bag, mais celle qui reçoit, tu sais, puis c'est correct. Comment j'ai vécu ça? Avec elle. Tu sais, ça va bien, je suis contente. C'est difficile pour elle, ça l'est pour moi. Mais évidemment, je ne le laisse pas savoir à Aurélie. Je pense que j'écoute beaucoup, puis j'essaie de la calmer beaucoup. Ça a été ça mon rôle au tout début. Puis la dernière année, on est revenu à ça un petit peu parce que la pression était gigantesque, je dirais. Puis mon rôle, ça a été d'essayer de l'accompagner là-dedans, puis de la calmer, puis de... Parce que quand on regarde ça, il y a différentes formes d'implication de parents. Il y a des parents parfois qui sont même à l'avant-scène, ce qui n'est pas vraiment votre cas, parce que d'ailleurs, à venir, il y a quelques semaines, c'est en regardant un reportage à la CBC, qui d'ailleurs a offert de loin la meilleure couverture médiatique des Jeux paralympiques, là, je le dis en passant. Mais c'est dans des reportages à la CBC où je vous ai vu réagir. Puis honnêtement, pourtant, Aurélie, on la reçoit ici plusieurs fois par année. Puis on ne s'est jamais vraiment croisés ou jamais vraiment vus. Puis je me dis, c'est bien, tu sais, Aurélie, elle a une sœur, elle a des parents, des gens qui l'accompagnent. Puis là, je vous voyais évidemment dans les estrades et je voyais évidemment l'émotion que vous aviez. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de vous avoir sur le plateau, parce que oui, vous l'avez accompagné à Rio, mais vous l'avez accompagné au cours de toutes ces années-là. On l'a accompagné pas mal partout. Oui, depuis le jour 1. Parce qu'au départ, c'était difficile pour Aurélie de dormir ailleurs, donc nous, on suivait partout. Puis l'été dernier, André et moi, on était en Écosse et on a su que c'était terminé, là, les compétitions relax pour nous deux. Parce que plus ça va, plus la demande est grande elle-même, par rapport à elle-même, mais de l'extérieur aussi. Ouais. Donc, non, on est là à l'arrière-scène, mais bien présent à la maison pour notre fille, je pense. André, à quel moment avez-vous vu, senti ou compris que votre fille serait un jour une athlète de haut niveau? Le déclic s'est fait à quel moment? Bien, je vous dirais c'est l'an passé, ou peut-être... moi, je pense que ça a commencé plutôt avec Londres, mais le déclic s'est fait avec les Jeux Pan-Pacifique à Pasadena, en Californie, en 2014. C'est là qu'on a vu une évolution au niveau des nages, au niveau des temps, au niveau d'Aurélie aussi, ses entraînements de musculation. Je pense que c'est là qu'il y a eu le déclic. Que Aurélie a compris aussi elle-même qu'elle était dans un niveau où elle pouvait se développer puis s'améliorer. Est-ce que tu prends pleinement conscience de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit? Parce que oui, tu avais remporté une médaille à Londres, tu as remporté des médailles dans d'autres compétitions, on le sait. Une première médaille d'or, une médaille d'argent, après ça, 2 autres médailles d'or. C'est pas rien, là. Oui, mais non, pas du tout, pour répondre à la question. Tantôt à RDS, c'est la première fois que vraiment j'avais mes médailles sorties comme ça, que je les ai regardées, puis que j'ai vraiment comme réalisé ce qui se passait. En fait, je suis encore dans le processus parce que ça a été extrêmement difficile mentalement de gérer tout ça, parce que après ma première médaille d'or, j'étais sur un high, ça n'avait pas de bon sens. Je me suis couchée à 3 h du matin, je n'étais pas capable de m'endormir. Puis essayer de me ramener, tu compétitionnes demain, c'est pas fini. Ça a été très difficile. Donc la semaine a été chargée. J'avais tout le temps quelque chose à faire. Donc j'ai pas eu le temps de m'asseoir, de repenser, wow, de tout le travail que j'ai fait dans 4 ans. Mais c'est finalement... c'est arrivé, donc j'ai finalement réussi ce que je voulais. J'ai pas eu le temps encore de vraiment processer cette information. Mais même quand on est dans l'eau, que la course se termine, puis là, on voit un peu la réaction des nageurs. Puis là, souvent, bon, là, je présume que vous regardez sur un tableau en quelque part, et là, à un certain moment, vous comprenez que vous gagnez une médaille d'or ou d'argent, ou peu importe, là. Et là, il se passe quoi dans votre tête là, quand ça arrive? Est-ce qu'on se dit, OK, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est le bon résultat? Est-ce que c'est confirmé? Je ne sais pas, il y a un doute? Ou... Oui, mais moi, je doute, parce que le tableau n'est pas nécessairement clair. Donc, tu te dis, est-ce que j'ai mélangé un temps maintenant? Fait que je doute un peu, mais quand j'ai vraiment la confirmation, je suis extrêmement contente. Mais encore une fois, ça me prend un petit peu de temps avant de réaliser complètement ce qui est arrivé. Après mon 50 mètres libre, je l'ai réalisé quand j'ai vu mes parents sur le podium. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais je me suis mis à pleurer. C'est vraiment là que ça m'a vraiment frappée.
c'est vraiment là que j'ai compris ce qui venait de se passer. Puis aussi, après ma dernière course, donc après mon 400 mètres, ça a été instantané. J'ai comme eu un relâchement de mon corps, de mon esprit, comme la job est faite. Ça a été en une seconde. Bon, parmi les reportages sur les Jeux paralympiques, dont l'un que j'ai vu à Radio-Canada, qui parlait un peu de ton cheminement des dernières années, moi, il y avait une phrase qui m'avait frappé parce que, bon, c'est quoi, c'est à partir de l'âge de 14 ans que tu as commencé à t'entraîner de façon peut-être plus intense, ou tu as changé de programme, changé d'école et tout ça. Puis là, tu disais, entre autres, tu t'es séparé de ma sœur. Puis il y a une phrase qui m'a marqué, parce que tu disais, tu sais, moi, je suis venu au monde, c'est vrai, bon, j'ai pas de doigts d'une main. Tu t'es dit, bien, il y a du monde qui ont des doigts, puis il y a du monde qui n'ont pas de doigts, puis c'est ça la vie. Puis c'est comme si à 14 ans, où tu as pris conscience du handicap que tu avais. Puis ça, on dirait que c'était un déclic. En tout cas, moi, ça m'a marqué dans le reportage. Ben, oui, en fait, c'est que j'ai été dans un environnement où les gens, ma famille, mes amis, m'ont vraiment mis à l'aise avec ça. Donc, ils m'ont jamais considéré comme une personne avec une différence, avec un handicap. Donc, je faisais les mêmes choses qu'elle. J'avais plein d'amis au primaire, à l'école primaire. On faisait beaucoup de sport, on était bonne à l'école, la vie était belle. Puis, quand j'ai changé d'école, on m'a comme enlevé de mon milieu. Donc, je suis partie de mes amis, je suis partie de ma zone de confort, de ma famille, de ma soeur qui a toujours été là pour moi. Puis c'était des nouveaux gens qui me connaissaient pas, puis qui m'ont jugé à la première vue. Donc, c'est les autres qui m'ont vue différente et qui m'ont traitée différemment. Et c'est là que j'ai réalisé que, ben oui, comme je croyais ce qu'ils me disaient, parce que je l'avais eu facile. Puis, c'est ça, cette année-là était extrêmement difficile pour moi parce que j'avais jamais eu à vraiment combattre ça avec l'intimidation et tout, parce que moi, j'avais jamais eu de problème avec ça. Toi, Charlotte, tu l'as vécu comment, cette séparation-là de ta sœur, quand toi aussi, tu avais 14 ans? Ça a été spécial, c'est sûr. C'est la première année où on n'était pas dans la même école, même dans la même classe. Fait que ça a été difficile parce que, bon, là, il y en a qui disent que la jumelle ressent la douleur de l'autre jumelle. C'est peut-être pas aussi philosophique que ça, mais c'est un peu vrai parce que moi, si ma soeur est déçue ou est triste, je peux pas être contente. C'est sûr que je vais me sentir, je vais pas me sentir très à l'aise. Quand moi j'ai su tout ce qui se passait à l'autre école, ça faisait ressortir. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ta sœur de 14 ans à aujourd'hui 20 ans, avec 3 médailles d'or et l'une d'argent sur la table, c'est dû à quoi? Parce qu'on comprend qu'être une athlète de haut niveau, c'est une discipline d'enfer, c'est peut-être des sorties qu'on fait pas avec nos amis, puis ainsi de suite, puis c'est beaucoup de déplacements et tout ce que ça implique. C'est quoi la raison ou les raisons qui fait que ta sœur est une championne olympique aujourd'hui? Oh mon Dieu. Bien, ma sœur, si je peux lui donner ça, elle a beaucoup cheminé. Là. Si je me fie à la fille qu'elle était à 14 ans versus la femme qu'elle est devenue à 20 ans, c'est même pas la même personne. Elle a développé un caractère, elle a développé de la confiance en elle, elle a développé une certaine forme de discipline. Elle n'a pas eu le choix. Dans la piscine, il faut être très discipliné. Mais je suis dans la piscine, peut-être pas à l'école. Mais en tout cas, dans la piscine. C'est vrai. Mais non, c'est ça. Elle s'est vraiment développé une forte personnalité qui a fait en sorte qu'elle a pu passer au travers tous les mauvais commentaires, les mauvaises personnes, les mauvaises influences autour d'elle qui ont fait en sorte qu'elle a pu se concentrer sur ce qu'elle voulait vraiment. Puis même, je pense, dans ce temps-là, c'était même pas dans la mire. Fait que si elle s'est rendue là, je pense que c'est vraiment avec l'entourage qu'elle avait aussi. Moi, j'étais vraiment toujours là pour elle. Puis c'est les parents qui ont toujours été là. Elle avait des bons amis. Puis elle a su se défendre enfin. Puis je pense que c'est en gagnant le respect des autres, puis en montrant qu'elle n'était pas différente que ça, qu'elle a pu se faufiler une place là-dedans. Maman Nadine, quand, évidemment, comme parents, on a tous le syndrome du bébé parfait, hein, quand les enfants viennent au monde, là. Vous, évidemment, quand Aurélie est venue au monde, manquait des doigts. Là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'elle va se faire taquiner à l'école? Elle va se faire éclairer à l'école? Ou peut-être pour le papa, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, comme parent, on peut avoir certaines appréhensions à l'égard du fait que notre enfant va peut-être être un peu différent des autres. Je ne sais pas comment vous l'aviez vécu comme parent. Moi, non, j'ai pas vécu ça du tout, honnêtement. Non? Même que je me souviens que je me parlais puis je me disais, bien là, réagis, ta fille a quand même pas de doigts. Parce que Charlotte était en danger de mort quand j'étais enceinte. Fait que moi, j'ai vraiment mis toutes mes énergies à ce que je pouvais, mes prières, mes énergies et les nombreuses questions à l'équipe médicale à sauver Charlotte. Fait que pour moi, d'abord, moi-même, j'étais mal en point. Fait que quand elle est née,
puis que l'infirmière m'a appris ça, j'ai fait « Ah, mais j'ai perdu connaissance de toute façon, je n'étais même plus là. » Mais pour moi, c'était Charlotte était vivante, était en partie sauvée. Fait que c'était comme, ben il manquait des doigts, puis ça a été ça. Il manquait des doigts, mais c'est tout. Il n'y a rien qui a changé par rapport à l'autre. Bon, une fois que ça a été dur pour les gars chez nous. Mon père, mon frère, mon mari. Vous avez pris ça plus dur un peu? Plus dur. Moi, oui, parce que quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite école, amis, secondaire. Moi, j'ai passé beaucoup d'étapes. J'étais déjà rendu beaucoup plus loin dans le futur, puis je me demandais comment est-ce qu'il était pour faire pour passer dans ces milieux-là qui sont difficiles. Puis moi, ça m'a brisé le cœur, mais après, on se reprend en main, mais ça a été... puis c'est parce qu'on ne l'avait pas vu au niveau des échographies aussi non plus. Donc, c'était un choc, c'était une surprise. Mais Aurélie, si tu n'avais pas eu ce handicap-là, serais-tu devenue une nageuse et une nageuse olympique? Mais je me suis déjà posé la question. Est-ce que le handicap a fait en sorte que tu t'es tournée vers une discipline, vers un sport, une activité? Je ne sais pas. Est-ce que ça a eu une influence dans ton choix de sport, dans ton choix d'activité? Bien, peut-être un peu dans le sens où, quand j'ai décidé que je ne voulais pas être traitée différemment, comme j'ai vécu à 14 ans, on dirait que j'ai ressenti vraiment le besoin de me prouver en tant que personne, de prouver aux autres que j'étais capable aussi de faire beaucoup de choses. Ça m'a vraiment forgé un caractère. Puis, ça m'a vraiment encouragée à me dépasser. Puis, c'est ça que j'aime aujourd'hui. Ce que j'avais peur quand j'étais plus jeune, c'est ça que j'aime, c'est de dépasser mes limites tout le temps, de sortir de ma zone de confort. C'est ce que je fais tous les jours. Puis, je suis comme rendue un petit peu accro à ça. Donc, si je n'avais pas eu de difficultés, d'handicap, je ne sais pas si j'aurais eu cette drive-là, si je peux dire. Ouais. Peut-être. J'ai toujours été une amoureuse du sport. Je pense que j'en aurais fait. Mais je ne sais pas si je me serais rendue à un niveau plus haut que juste... Bon. Parlons de pression. Parce que c'est drôle parce que quand tu as pris l'avion pour aller au Brésil, je pense que tu es tombé face à face avec une publicité d'Air Canada te mettant en valeur, puis là, tu as fait un selfie. Et là, j'ai fait comme, OK, aïe, là, je dis, bon, la fille, ils l'ont choisie comme étant l'image de porte-parole des Jeux paralympiques pour Air Canada. Quand tu as vu ta face là, sur l'affiche, t'as-tu réalisé? Ça t'a-tu mis une pression additionnelle? Est-ce que... Oui, bien, pas juste cette campagne-là, en fait. Il y en a eu d'autres, là, mais... Ça a été... Bien, oui, mais je parle... il y a eu d'autres affaires qui m'ont fait réaliser que, OK... même parlant d'Air Canada, juste avant de prendre l'avion, on avait une cérémonie seulement pour nous, puis ils m'attendaient moi, puis c'est moi qui venais voir. Puis c'est le fun, ça a l'air le fun, hein, l'attention sur toi. Mais aussi, moi, ça m'a ajouté une pression. Donc, les titres de journaux, Journal de Montréal ou le Toronto Star, peu importe, c'était tous les yeux seront sur Rivard, des choses comme ça. Moi, j'aimais pas ça lire ça avant mes... C'est pour ça que juste avant mes courses, j'ai bloqué Twitter, j'ai bloqué Instagram. J'ai bloqué Facebook parce que autant que j'appréciais l'attention et le support que j'avais du Canada, pour moi, c'était trop difficile à gérer. J'avais pas besoin d'être rappelée que les yeux étaient sur moi, je le savais déjà. Puis déjà que ma force n'est pas de gérer la pression, j'aimais mieux être dans ma bulle. Parce que quand on le voyait d'ici, puis que tu as remporté la première médaille, quand on parlait aux gens d'ici qui te connaissent assez bien à Saint-Jean, ils disaient « Ah ben oui, c'est normal qu'elle gagne la médaille d'or. On s'attendait à ce qu'elle gagne la médaille d'or. » Ouais, OK. Mais... Puis là, tu en as gagné d'autres par la suite. Et là, c'est ça que je me demandais, parce qu'aujourd'hui, justement, avec les médias sociaux, vous êtes exposés à ça entre les compétitions. Donc, ça peut être une préoccupation additionnelle de devoir gérer ça. Et là, d'autant que certains médias, effectivement, au début des Jeux paralympiques, déjà t'identifiaient comme étant la reine des Jeux en disant, bon, bien, durant les Jeux olympiques, il y a eu Penny Olesiak, qui a fracassé des records à 16 ans. Bien, pour les Jeux paralympiques, c'est Aurélie Rivard. Oui, bien, c'est ça. L'année a été très difficile mentalement. Il a fallu que je fasse beaucoup de travail sur moi-même parce que c'est ça, c'est des choses que j'avais de la misère à gérer, mais... parce que c'est ça, je me disais, mais dans la vie, je n'aime pas décevoir les gens. Donc là, quand je voyais que de plus en plus de personnes me connaissaient, de plus en plus de personnes s'attendaient à quelque chose de moi, oh mon Dieu, t'es la Penny Olesiak 2.0, parce que c'est ça, c'est le titre qu'on me donnait. Moi, ça me stressait. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver si je reviens avec une 4e place? Maman est perplexe un peu, là. Mais... oui, allez-y, on vous écoute. Non, mais c'est ça. Mais par exemple...
c'est ça, c'est sûr qu'il faut que j'apprenne. En fait, j'ai appris à me faire beaucoup plus confiance. Puis, une fois que j'étais à Rio, c'était plus le temps de penser. Je me disais... On saute dans l'eau. J'ai fait le travail. Si je suis mon plan, c'est supposé... Comme, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Donc, si ça arrive, bien, ça arrive. Si ça arrive pas, bien... Mais tu sais, quand tu es venu, je pense que c'était au printemps dernier, après, évidemment, la nomination au Fonds Claude Raymond. Tu sais, tu penses que tu avais gagné une médaille d'argent dans les semaines ou mois précédents d'une autre compétition. Puis tu sais, tu disais, ouais, mais je suis pas contente. Je suis pas contente d'avoir gagné une médaille d'argent. Ouais. Tu sais, on sentait, tu dis, ouais, mais tu as quand même gagné une médaille d'argent. Oui, mais tu me disais, je suis pas contente d'avoir gagné une médaille d'argent. C'est ça, même après mon 100 mètres libre que j'ai gagné là, j'étais pas contente non plus. Non plus? Non, parce que moi, il y en a quelques-uns, mais 95% des athlètes ne font pas ça pour gagner une médaille. Tu sais, moi, là, la médaille d'argent que j'ai eue, il y a quelques mois, de l'extérieur, wow, médaille d'argent. Ouais. Mais moi, j'allais là pour gagner. Fait que mon objectif n'a pas été atteint. Tu comprends? Puis, mon 100 mètres libre, même chose. Moi, j'allais faire mon 100 mètres libre. Oui, je voulais gagner, mais je voulais battre mon record personnel. Okay. Puis, je ne l'ai pas fait. Parce qu'au bout de la ligne, moi, je me suis entraînée pour me battre moi-même, pas pour battre quelqu'un. Tu sais, la médaille d'or n'aurait pas autant de valeur. Et là, au travers de ces jeux, tu as quand même battu 2 records Ben oui, mondiaux. je suis extrêmement contente de ma compétition. Je ne veux pas paraître comme une fille qui ne l'est pas, là. Mais, Pas que tu sois trop dur avec toi quand même. Mais non, c'est ça. C'est juste que quand j'ai touché le mur, j'ai été un petit peu déçue parce que au bout de la ligne, je me suis entraînée. Une médaille, c'est relatif. Tu peux pas, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Si ta rivale a une mauvaise performance, c'est pas la même valeur. Est-ce qu'elle est dure avec elle-même? Oui. Oui, hein? Oui. Oui, absolument. Ah, mais c'est ça. Non, mais des fois, oui. C'est ça. Puis effectivement, les médailles n'ont pas toutes la même valeur selon la compétition, selon les adversaires qui étaient là. C'est beaucoup de ton temps à toi qui compte, tu sais. Tu as beau avoir une médaille d'or, si sur comment on dit ça, le ranking en français? Le rang. Le classement mondial, Le classement. ça ne veut pas dire que ça te place. Sauf qu'elle est en une excellente position, là. Mais c'est sûr que comme cette année-là, tout était fragile. Parce que là, dans le fond, c'est un record du monde et une médaille d'or aux 50 mètres libres, une 4e place aux 100 mètres d'eau. J'ai retenu que tu n'aimais pas trop ça, le dos, finalement. Non. ça, je l'ai retenu. 200 mètres, 4 nages, médaille d'argent, celle qui est sur la table. Après ça, un 100 mètres libre, médaille d'or. Et un autre record du monde aux 400 mètres libre, médaille d'or. C'est bien ça? Oui. Là, tu as fait des relais aussi à travers ça? Oui, 2 relais à la fin. Bon, vous avez fini 5e, je pense. 2 fois 5e, oui. Bon. Là, c'est quoi la suite maintenant? La suite, c'est-tu d'autres Jeux olympiques, d'autres championnats mondiaux? C'est quoi le plan de match? Oui. Bien là, dans l'immédiat, je suis en vacances. Donc, J'espère. je vais prendre quelques mois. J'en ai vraiment besoin là, pour me reposer l'esprit, le corps, pour essayer d'être une fille normale pour un petit peu. Puis après ça, c'est sûr que je retourne m'entraîner environ vers janvier. Puis honnêtement, je vais prendre une année à la fois. C'est sûr que l'objectif est d'aller à Tokyo. Mais entre-temps, c'est sûr qu'on a des championnats du monde en octobre, pas ce mois-ci, l'autre, en 2017, à Mexico City. Donc, ça va être le premier objectif. Après ça, il y a les Jeux du Commonwealth en Australie. Il va y avoir des compétitions comme ça jusqu'en 2020. Donc, je vais prendre ça une année à la fois. Mais c'est sûr que je veux me rendre à Tokyo. OK. Non, vous n'avez pas fini. Hein? C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Hein? Non, on a des projets. Nous autres, on planifie nos voyages au gré des compétitions de madame. Ouais. Là, tu as eu bien évidemment, là, nous, on enregistre, on est mardi, donc parce que tu as atterri ce matin à Dorval à 9h20. Ouais. Tu as eu un petit comité d'accueil de la ville et tout ça. Tu avais des jeunes aussi de sport-études, je pense. Oui, sport de natation. Bon, puis là, après ça, tes parents et ta soeur sont arrivés un petit peu plus tard sur d'autres vols. Là. Fait que là, vous êtes un petit peu dans les avions. Quoi qu'il n'y a pas de gros jet lag, là, mais Non. c'est plus beaucoup de transport en pas grand C'est temps, beaucoup là. de transport, précédé d'énormément de marches. Ce qui fait qu'on avait tous mal aux jambes dans l'avion. C'est ça qui a été difficile parce que le décalage horaire est pratiquement inexistant. Là, 24 heures de Mais on a déplacement. tellement marché, donc ce qui fait là, qu'on est... ce soir, ça sera votre première nuit dans vos chambres, dans vos matelas, avec des beaux draps propres, semble-t-il. C'est maman qui a dit ça tantôt. Et un mac and cheese. Hein? Ça va faire du bien de dormir à la maison ce soir. Ah oui. Vraiment. Une des premières choses que je me suis ennuyée, moi, c'est mon lit. C'est le fun à Rio, les petits lits simples, matelas sur des pieds, mais là, j'ai vraiment hâte d'avoir mon lit. Ça fait longtemps que je suis sur la route. Puis là, je vais vraiment profiter. Et là, tu vas mettre ça où? Ça pèse 4 tonnes et demie.
Tu vas mettre ça où? En fait, ben là, j'ai des petits boîtiers en arrière, puis ça va aller dans mon garde-robe avec ma médaille de Londres. C'est pas plus excitant que ça. On est plate, hein? En fait, tu les as portés en sortant de l'avion ce matin. Oui. Et là, on Ben, m'a dit je que marchais tu marchais un peu comme ça a l'air rendu en bas, Ouais, c'est ouais. ça? C'est pas évident, c'est assez lourd. Félicitations, un gros bravo, un gros merci à votre présence. Je pense que c'était un tour de Plaisir. force de vous réunir tous les quatre en même temps. Ouais. Je pense que c'était le meilleur timing, c'était de vous recevoir. Puis un gros merci, parce que je sais que le dernier 24 heures a été très, très, très éprouvant avec les déplacements. Donc, un gros merci de vous être déplacés puis d'avoir plaisir. partagé ça avec nous ici, avec les gens de Saint-Jean. Merci. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le moment de vous parler du marché de Noël, puisqu'on est en appel de candidature pour des kiosques, des exposants, des maraîchers. Vous devez contacter la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets pour avoir la liste. Vous téléphonez ici ou vous allez visiter notre site Internet. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tv@charneuf.com. Vous pouvez également nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye-bye.